Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut! Je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de 2023 de cette saison 3 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Alors, tu es très probablement dans la digestion des fêtes de fin d'année, peut-être même t'apprêtes-tu à attaquer la galette des rois, mais tu le sais, chaque nouvelle année, il y a ce qu'on appelle ces fameuses nouvelles résolutions, les bonnes résolutions. C'est pas mon objectif de te parler de ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est essentiel, qui peut-être peut commencer une discussion, une prise de conscience chez toi, au sein de ton couple, au sein de ta famille et de ton organisation, pour remettre les choses à plat peut-être et pouvoir commencer 2023 avec quelques petites modifications, quelques petits changements, améliorations de ton quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de charge mentale. Comment en discuter dans ton couple. Et pour ça, j'ai la chance que Marie Vialaré, du collectif Ta Pensée A accepté cette interview pour nous partager justement un petit peu son point de vue, sa définition de tout ce qui concerne la charge domestique, la charge mentale, comment différencier les deux, qu'est-ce que ça signifie au sein de son couple et comment commencer en tout cas à faire prendre conscience des choses, peut-être toi-même à prendre conscience de certaines choses pour pouvoir avancer. Tu le sais, je suis intimement persuadée que tout changement, tout passage à l'action commence déjà par une prise de conscience. C'est ce que je te propose aujourd'hui avec Marie. C'est peut-être de découvrir ce qu'est réellement la charge mentale. Qu'est-ce qui se cache derrière, derrière ces deux petits mots, mieux comprendre pour pouvoir mieux l'appréhender et peut-être mieux en discuter au sein de ton couple. J'ai souhaité interviewer Marie parce que elle fait partie du collectif Ta Pensée A et c'est un compte Instagram. Alors, tu trouveras tous les liens en description de l'épisode, comme d'habitude. Ce collectif, pour moi, il a commencé à m'ouvrir les yeux, justement à comprendre comment fonctionnait mon couple. Parce que peut-être que toi aussi, tu es tombé, comme moi, dans le piège du comptage de points. Bah oui, mais moi j'ai fait à manger. Ouais, mais moi j'ai fait le linge. Bah oui, mais moi j'ai été chercher notre enfant à la crèche. Oui, tout ça c'est stérile. On est bien d'accord. Et j'étais un peu plus loin en lisant le livre de Colline Charpentier, qui s'appelle lui aussi Ta Pensée A. Et là, ça a été une révélation pour moi de comprendre vraiment ce qu'est la réelle définition de la charge mentale, la différencier de la charge domestique. Et c'est ce que je te propose, un avant-goût, dans l'interview que j'ai eue avec Marie du collectif Ta Pensée A. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie, et merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition d'interview sur le podcast. Bonjour à toi, merci. Super. Est-ce que je peux te laisser peut-être te présenter et présenter le collectif Ta Pensée A? Oui, bien sûr. Donc moi je suis Marie Vialaré, je suis militante féministe et membre du collectif Ta Pensée A. Donc le collectif Ta Pensée A, c'est avant tout un compte Instagram et c'est un groupe de personnes qui se donnent pour but de visibiliser toutes les problématiques qui sont liées à la charge mentale. Et on fait ça par le biais de témoignages qui sont publiés chaque semaine sur notre compte Instagram Ta Pensée A. Voilà, donc notre objectif principal, c'est vraiment de visibiliser la parole des femmes sur le sujet pour mettre en avant le fait que le partage des tâches ménagères et de la charge mentale est genré, déséquilibré et que ce déséquilibre est systémique. Et alors, on est bien d'accord, et c'est qu'effectivement, la prise de conscience qui peut ensuite aboutir à une mise en action et un peu plus d'équité dans le partage. C'est ça. Ça serait quand même pas mal. C'est vrai que la charge mentale, pour moi, c'est un sujet où j'y suis venue doucement, on va dire, au fur et à mesure de ma progression. J'y ai emmené aussi mon conjoint. On se déconstruit tous les deux, alors certes, à des vitesses différentes. Et pour moi, tout part effectivement de la prise de conscience, parce que c'est quelque chose, la charge mentale, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on commence vraiment à en entendre parler. Le mot est
assez utilisé, j'allais dire très, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas assez répandu. Mais derrière ces 2 petits mots charge mentale, pour moi, en fait, il y a quand j'ai commencé à creuser un petit peu la question, notamment avec, votre compte Instagram Ta Pensée A et le livre de Colline sur, Ta Pensée A, ça m'a beaucoup aidée et c'est ce que j'aimerais bien qu'on fasse aujourd'hui avec toi si tu es OK là-dessus. Bah, tout d'abord, définir c'est quoi cette fameuse, charge mentale? Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que sans réelle connaissance, pour moi, c'est compliqué de passer à l'action et d'arriver à déconstruire, de mettre des choses en place. Alors pour toi, ce serait quoi cette définition de la charge mentale? Beh, tout à fait, tu as raison, c'est très important de le définir et donc la charge mentale, c'est alors nous déjà, je vais juste, clarifier une petite chose avant, c'est que nous au collectif, on s'intéresse à la charge mentale dans le cadre du couple hétérosexuel. Donc c'est vraiment, ça qui nous intéresse ici et la charge Mmh. mentale donc c'est l'ensemble des pensées, c'est pas quelque chose de palpable quoi, c'est l'ensemble des pensées qui planifient et gèrent la sphère domestique. Donc c'est pas la répartition des tâches domestiques au sein du couple entre, l'homme et la femme ou entre les 2 personnes, qui constituent le couple, mais c'est vraiment qui est-ce qui pense l'organisation des besoins du foyer, la gestion du temps du couple et de la famille? Donc, par exemple, ça va pas être préparer le repas pour ce soir, mais ça va être, réfléchir au menu, prévoir quand est-ce qu'il faut aller faire les courses en conséquence. Au moment où je suis, devant les rayons, je sais ce que j'ai déjà à la maison et ce qu'il faut que j'achète, en quelle quantité, parce que on est 2 ou 3 dans la famille et cetera. Voilà, donc, pour donner peut-être quelques exemples de témoignages qu'on a, la charge mentale, c'est quand je suis au travail et que je pense à tout ce que j'ai à faire chez moi, par exemple. La charge mentale, c'est, répondre tous les jours à la question: «Qu'est-ce qu'on va manger ce soir?» Ou encore la charge mentale, La c'est fameuse quand, mon conjoint, pour une fois, est allé amener notre enfant chez le pédiatre, mais en plein milieu du rendez-vous, il m'appelle parce que, il connaît pas, les vaccins et tout ce qu'il y a à mettre à jour. en fait, c'est tout l'à côté, en fait. C'est ça, c'est un travail vraiment, invisible en fait, hein, le travail de la charge mentale. C'est toutes ces pensées, bah, qui sont nécessaires, puisque, bah, il faut bien penser à faire ses lessives parce que sinon on va se retrouver sans chaussettes ou, enfin, c'est des choses qui sont essentielles mais qui sont, invisibles et qui sont, du coup, très souvent, peu considérées et pas considérées comme véritablement une part du travail domestique. Et finalement, c'est pour moi une des grandes révélations dans ce qui se cache derrière la charge mentale, c'est qu'effectivement le distinguo entre la charge mentale, qui est effectivement toute la prévision, c'est l'aspect vraiment mental, c'est le cerveau qui mouline, hein, le petit hamster dans sa roue, et d'un autre côté la charge domestique, qui est la réalisation, le faire. Et souvent, de ce que je constate, en tout cas dans mon propre couple et bah, aussi dans le couple des parents, des mamans que j'accompagne, c'est finalement on tombe dans le jeu vicieux et improductif du comptage de points. Bah oui, mais moi j'ai fait le linge, mais moi j'ai fait les courses, mais moi j'ai fait le repas. Mais comme tu le dis, ça c'est pas c'est pas ça la charge mentale. C'est ça et puis c'est pas bon, d'une part, on peut se dire que c'est pas très fructueux parce que bon, dans un couple, a priori, on n'est pas trop censé compter les points et cetera. Après, c'est important d'avoir quand même un Mmh. équilibre, mais ce qu'il faut voir dans cette histoire de comptage, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on compte? Parce que si moi, mon mari me dit: «Ah oui, mais hier, j'ai fait le repas», mais que il a fait le repas et toutes les 2 minutes, il m'a demandé: «Où était tel truc? Est-ce qu'on a tel truc? Ah non, on n'a plus de farine, donc tu peux utiliser ça à la place et où est-ce qu'on a rangé ci et ça?» Ben, en fait, finalement, j'ai fait aussi. J'étais pas tranquille à regarder, un film ou à lire un livre ou à faire autre chose à travailler pour moi, voilà, donc faut voir ce qu'on compte aussi et c'est pour ça que quand on parle de répartition des tâches, nous, ce qui nous tient vraiment à cœur et ce qu'on aimerait, que les couples et les gens aillent vers ça, c'est quand on essaie de se répartir les tâches au sein d'un couple, c'est qu'il faut répartir aussi la charge mentale qui va avec. C'est-à-dire que quand on s'engage à faire une tâche, bon, je m'engage à faire, les lessives cette semaine et ben je m'engage à faire, tout, de A à Z. Donc c'est-à-dire s'il manque du produit, j'irai en racheter pour pas qu'on soit en rade. Je m'engage aussi à checker un peu toutes les affaires des uns et des autres pour m'assurer que personne manque de rien et cetera, voilà et je m'assure que les lessives soient aussi bien faites. C'est pas juste lancer une Voilà, machine. dans cette histoire de comptage de points aussi, si je lance une machine mais que j'oublie de mettre le produit, bon, bah, ça compte pas, quoi. C'est pas C'est ça. Ou si on la laisse ou croupir si dans on la met machine dans temporaire la et que ça machine et que moisit, effectivement, ça, c'est pareil. l'image qui m'est venue quand tu parlais, c'est justement, le parallèle, il y a sûrement mieux, mais c'est un petit peu pour moi comme une opération militaire. Il y a l'opérationnel, les troupiers, hein, les qui sont dans le terrain et qui y vont, et puis il y a tout le stratégique tactique qui est à l'arrière, qui planifie, qui organise, et finalement, dans le côté militaire, les 2 sont tout aussi importants. Bah, c'est peut-être de redorer, comme tu le dis, enfin voilà, c'est de redorer un peu, bah, toute la partie stratégique et tactique qui est la charge mentale, bah, de la considérer dans toute son utilité et que, bah, ça fait partie de la réussite du fonctionnement du couple.
Enfin, parce que là, on en parle comme si c'était 2 choses totalement séparées, mais il y a aussi, un truc qu'il faut garder en tête, c'est que c'est quand même encore les femmes qui font la majorité de l'exécution aussi. Et Mmh. bon, c'est très certainement lié au fait que c'est elles qui y pensent, et qui sont responsables, on va dire, du projet, couple ou famille, c'est forcément lié. Donc oui, aussi cette prise de conscience, elle passe aussi par le fait que, les hommes en couple doivent aussi prendre conscience que ce qu'ils font en termes d'exécution, c'est pas forcément, même s'ils le perçoivent. Il y a eu une étude il y a pas longtemps d'ailleurs, je crois, sur, la perception des hommes et des femmes sur, le travail domestique qu'ils faisaient dans leur couple. Ouais. Et pas mal d'hommes, disaient, eux, ils sentaient que c'était du 50-50, que c'était égalité, et cetera. Et parallèlement à ça, on voyait qu'énormément de femmes, en fait, ressentaient totalement l'inverse, que c'est elles qui en faisaient le plus, qui y pensaient le plus, et donc on avait une perception assez biaisée du côté des hommes, quoi. C'est ça. Ah bah, je c'est une des grandes discussions que j'ai effectivement au sein de mon couple. On n'a pas la même perception des choses. Moi, je mets ça sur le fait que on n'a pas la même vitesse de déconstruction de tout ce qu'il y a autour, voilà. Je progresse aussi, je comprends de mieux en mieux les choses. Il avance aussi de son côté, mais effectivement, on n'a pas du tout la même perception des choses. Enfin, c'est lui, il a l'impression mais qu'il fait beaucoup de choses. Dans les faits, je fais: «Ben, pouf, pouf, pouf». Et Pour oui, moi, mais c'est c'est un une peu question plus de mitigé. ouais, aussi de se mettre à la place de l'autre, je pense. Parce que je Ah. pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont l'impression justement d'en faire déjà beaucoup, mais beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Nous, on reçoit beaucoup Mmh. de témoignages justement de femmes qui nous disent, que oui, que leur mari se dit que, même en lisant notre compte, par exemple: «Ah oui, quand même, il y a vraiment des hommes qui exagèrent et tout», sans se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes, qui participent eux-mêmes de cette chose-là, quoi. Et je pense que là, la clé pour vraiment, pour que cette prise de conscience ait lieu, du côté des hommes, c'est vraiment l'empathie, c'est vraiment d'écouter ce que les femmes ont à dire. Donc nous, ce qu'on essaie de faire avec notre compte, mais dans un couple en particulier, écouter ce que sa conjointe a à dire là-dessus, sans forcément se dire qu'elle exagère directement. Parce que c'est vraiment un son de cloche qu'on entend énormément. Et les femmes, en fait, se sentent forcément pas comprises, du coup, elles en parlent peut-être moins aussi à cause de ça, mais oui, l'empathie, c'est vraiment je pense que c'est vraiment la première étape pour prendre conscience que vraiment ça peut être quelque chose de très, très pesant, quoi. Et justement, parce que donc pour ouvrir cette discussion constructive au sein du couple, pour, parler charge mentale, charge domestique, faire appel à l'empathie de l'homme, même si enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on essaye naturellement de faire. Je pense que peut-être, en tout cas, c'est mon sentiment et c'est comme ça que moi j'ai malheureusement procédé. Je pense qu'on a aussi, en tant que femme, peut-être tellement ce sentiment à un moment donné de ras-le-bol qu'on ne sait pas le communiquer, qu'on en arrive à un stade où on ne le communique plus comme il faut et donc forcément on va tomber dans le tu accusateur et bah là l'empathie de l'homme voilà, elle s'enfuit à toutes jambes. Comment on peut faire justement pour ouvrir cette discussion constructive et comment on fait pour faire appel à cette empathie de notre conjoint? Ce serait quoi le levier? Alors, là, ça vraiment je pense que ça dépend vraiment des situations, honnêtement. Ça dépend aussi si le conjoint est de bonne volonté ou pas, on va dire. Mmh. Mais je pense que, ouais, pour appeler à cette prise de conscience, parce que l'empathie, je pense qu'elle va venir, bon, dans un couple, a priori, l'empathie, elle est là, l'un pour l'autre, c'est raisonnable de le penser. Après, pour amener à cette conversation et cette prise de conscience, oui, ce qu'on peut faire, c'est, essayer de lister ensemble toutes les tâches, toutes les choses à répartir, et cetera, y compris la charge mentale, pour que ce soit clair, quoi. Ça, bon, ou alors, par exemple, soit faire la grève domestique ou faire, des choses un peu plus radicales comme ça, pour mettre en avant, en fait, la quantité de choses qui sont faites et qui aussi ne Mmh. sont pas faites, de l'autre côté. Ça Mmh. fonctionne si le conjoint a le déclic et a la volonté de s'impliquer, voilà. Ce qui est pas forcément toujours simple. Je sais que nous, on a beaucoup de témoignages de femmes qui essaient justement d'amorcer ces discussions et qui se heurtent un peu à un mur, de l'autre côté. Si je peux me permettre, tu vois, de partager un peu, en tout cas, mon vécu, notre cheminement. Je sais que quand j'y suis allée en frontal, bah, clairement, il s'est juste renfermé dans sa caverne et la discussion n'était pas possible. Une des choses qui a permis de commencer à échanger, c'est que finalement, je lui ai demandé, j'ai dit: «OK», on a voulu faire justement, on était tombés dans le piège du comptage de points. J'ai dit: «Mais OK, vas-y, on note, on inscrit tout ce qu'on pense qu'il y a à faire». Sauf que moi, ma feuille A4, je l'ai remplie recto verso. Lui, il a rempli un demi A4, une face, parce qu'effectivement, toutes les réflexions autour, il les avait pas. Et cette différence, du coup, elle était factuelle, si tu veux. Il voyait bien que j'avais beaucoup plus de choses en tête que lui. Alors, certaines choses voilà, naturellement qu'il a remis en question, en disant, mais ça, il n'en a pas besoin. Mais c'est quand même aperçu que j'avais traité des choses que, il se dit, mince, oui, effectivement, ça, je l'avais pas pris en considération.
Ça a déjà permis une prise de conscience factuelle que notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon, que tout ce qu'il a en tête, j'en ai 2 à 3 fois plus que lui en tête. Donc déjà qu'il y avait cette différence. Et l'autre chose qui m'a aidée, tu parlais de faire appel à l'empathie de notre conjoint. Moi, finalement, ça a été aussi de faire l'inverse. Coach parental, je me suis en tout cas spécialisée dans les émotions. C'est quelque chose où j'ai une formation pour apprendre à accompagner et vivre ses émotions, celles de son enfant. Mais finalement, ça a été l'effet double, si tu veux. Ça a été de me mettre en empathie de mon mec et de me dire qu'il vient de tellement loin parce qu'il a été élevé dans une famille où maman lui faisait tout, que finalement, ce choc, il était frontal pour lui. Il n'a jamais été habitué à ça. Je me suis mise dans une position, moi, d'empathie, de dire, il faut que tu sortes de là, mon coco, qui réalise qu'effectivement, il n'a pas été élevé comme ça et que le choc, il était vraiment violent pour lui, de cette prise de conscience, de dire, mais ce que je pensais faire, finalement, je ne fais que la partie émergée de l'iceberg et il y a toute la partie immergée, je ne connais pas, je ne sais pas, je n'imagine pas. Et voilà, c'était en tout cas moi d'être moins dur avec lui finalement. Ouais, c'est intéressant ces deux choses. Du coup, déjà le fait de rendre le truc concret en l'écrivant, oui, ça peut vraiment faire ouvrir les yeux. Après, cette histoire de ah oui, mais bon, ça sert à rien. Je pense que ça peut être aussi un espèce de réflexe de défense pour se dire oui, non, mais voilà, c'est toi qui exagère, etc. Je pense que ça, c'est bien justement ce truc de lister, parce que ça peut aussi ouvrir des discussions sur ce qui est essentiel ou pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on considère que des gens, des hommes vont considérer comme pas essentiels. Par exemple, je sais pas, je dis au pif, mais le fait d'avoir une certaine organisation, etc. Alors que, pourtant, c'est essentiel, parce que si jamais, dans l'urgence, on a besoin d'un truc, je pense à faire des trucs genre pharmacie ou des trucs comme ça, quoi, pas des chaussettes ou des trucs comme ça. On est quand même bien content de savoir qu'il y ait quelqu'un qui sache exactement où sont les choses, etc. Donc voilà, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est pas essentiel, ça c'est effectivement sur le court terme, là, pour aujourd'hui, c'est pas essentiel, mais il y a quand même des choses qu'on voit pas, donc c'est intéressant d'avoir des discussions là-dessus. Et puis après, je suis assez d'accord en théorie sur cette histoire d'empathie. Après, je pense qu'il faut aussi prendre garde à ce que ça se retourne pas contre nous, parce que s'il y a vraiment un truc aussi qu'on reçoit beaucoup comme témoignage, c'est quand je demande à mon mec de faire telle ou telle chose, il me dit mais oui mais je sais pas faire. Oui mais je sais pas faire. Ah oui mais toi tu fais mieux ça, t'es plus efficace. Moi je sais pas faire. Et ça fait aussi partie des stratégies un peu. Il y a des sociologues qui ont écrit là-dessus, la stratégie du mauvais élève par exemple. Voilà, de dire oui moi je sais pas faire, alors du coup je vais le faire. Comme ça elle pourra pas me dire que je l'ai pas fait, mais je vais le faire comme Mais voilà. de quelle sorte Comme ça me vient, quand j'en ai marre j'arrête, et puis voilà quoi. Ça, non, ça fonctionne pas comme ça aussi. C'est ce qu'il faut voir aussi, c'est que oui, on sait pas faire, mais bon, tout s'apprend déjà. Et puis dire que je fais pas un truc parce que je sais pas faire, du coup, c'est accepter un peu de dire bon, c'est toi qui vas tout faire. Et dans ce cas-là, on va jamais avancer, quoi. Dans ce cas-là, c'est juste des belles paroles, de dire qu'on veut partager, qu'on veut faire des efforts, etc. Je souris parce que c'est exactement quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Donc on est au tout début qu'on sortait ensemble, que j'ai rencontré ses parents. Son père lui avait dit, sous le ton de la rigolade, il dit mais fais le mal une fois, comme ça elle te dira de laisser tomber et de plus le faire. Donc voilà, tu vois, voilà le carcan qu'il pouvait y avoir autour. Donc c'est exactement ça. Moi j'ai la chance qu'il est assez ouvert d'esprit et voilà. Encore une fois, on a plusieurs vitesses de déconstruction, mais ça il l'a réalisé et il est sorti. Et ce qui nous a enfoncé au départ et qui aujourd'hui nous aide, ce qui nous a enfoncé au départ, c'est que j'étais perfectionniste. C'est-à-dire que si c'était pas fait comme moi je voulais, comme moi j'avais appris, comme moi j'estimais que c'était bien, c'était pas bien et ça n'allait pas. Donc forcément, ça allait nourrir ce côté chez lui de je fais pas bien, donc je fais pas. Ce qui a aidé, c'est effectivement déjà sa déconstruction à lui et de moi aussi de dire je lâche prise du moment que c'est fait. C'est fait. Non, effectivement, nos serviettes de toilette ne sont pas pliées comme j'aime qu'elles le soient et que c'est joli à regarder. Voilà, j'ai appris à lâcher prise dessus et ça nous a aussi aidé à finalement lui laisser aussi un peu de place. Bon, il y a certaines choses sur lesquelles je me bats toujours parce que clairement, sinon c'est juste pas possible. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses où je vois bien où j'étais trop perfectionniste finalement et ça venait renforcer chez lui ce côté je fais pas bien. Donc je fais pas. C'est un point de vue intéressant aussi, parce que ce perfectionnisme, justement, c'est vrai qu'on a souvent tendance à, enfin moi aussi, toi voilà aussi, on est beaucoup, j'ai l'impression, à avoir ce sentiment-là, ou en tout cas cette réaction de dire je suis trop perfectionniste.
Et après, je trouve que c'est intéressant de voir aussi que si c'est pas bon pour les serviettes pliées dans la salle de bain, c'est pas très grave parce que ça se voit pas. Mais il y a quand même pas mal de choses. On peut se dire, enfin moi, ok, je suis perfectionniste sur comment si l'entrée est propre ou pas, par exemple. Bah, dans l'absolu, s'il y a 2-3 traces de pieds qui traînent pendant 2-3 jours, bah c'est pas grave en fait. Mais sauf que je sais que s'il y a des gens qui viennent à la maison, c'est pas mon mari qu'on va critiquer pour ça. Et même si c'est, je dis, bah oui, c'est mon mari qui est en charge de ça. Mais n'empêche que c'est pas lui qu'on va Ça critiquer reste. pour pas l'avoir bien fait ou au contraire on va l'encenser parce que il fait des efforts, etc. Mais c'est ouais, je trouve que cette histoire de perfectionnisme, c'est pas qu'on est vraiment qu'on a des personnalités trop perfectionnistes, c'est aussi que on a aussi en tête, et ça aussi ça fait partie de la charge mentale, On nous toutes a les conduits. conséquences. Le fait est que Grave. nous, si on pense pas à ces choses-là, les femmes en fait, surtout en couple, les hommes s'ils y pensent pas, il y a pas ces conséquences-là auxquelles les femmes vont faire face, les conséquences sociales, et que voilà en termes de critiques, elle fait pas son travail, etc. Et ça aussi on l'a intériorisé, donc c'est difficile de s'en défaire, mais je pense que ça vient beaucoup de là aussi, cette idée de perfectionnisme. Bien sûr, c'est le regard des autres, c'est le regard de la société. Moi, je me souviens, encore une fois, quand on s'est mis au tout départ en couple, je m'évertuais et je déteste repasser. Le linge, c'est vraiment la corvée qui me débecte le plus. Et je repassais ses chemises. Il était consultant, donc il était beaucoup en représentation à l'extérieur. Et j'ai repassé ses chemises, je détestais ça. Et je me souviens qu'il m'a dit un jour, il me dit, mais pourquoi tu te fais chier à repasser mes chemises? C'est mes chemises, c'est mon boulot, laisse-moi faire. Et j'ai intériorisé finalement quelque chose que ma mère faisait. Elle repassait les chemises de mon père et je lui ai sorti cette phrase en disant, mais oui, mais si on te voit avec une chemise froissée, c'est pas toi qu'on va critiquer, c'est moi. Voilà, tellement on intériorise effectivement. Et là, pour le coup, pour rendre à César ce qui est à César, il était en avance sur moi. La vitesse était plus rapide chez lui. Il me dit, mais Maud, j'en ai rien à foutre. Laisse-moi mes chemises. Et voilà, on a commencé comme ça. Mais comme tu le dis, le poids du regard de la société, punaise, qu'il est lourd pour la femme, quoi. Parce que si nos enfants sont bruyants ou ont une décharge émotionnelle en plein magasin, c'est pas le père qu'on va regarder, c'est la C'est ça, mère. c'est elle qui sait pas gérer, et puis au contraire, si le père commence à prendre les choses en main, à s'occuper de son enfant, il y a un double standard qui est. C'est exactement ce que tu dis. Je me souviens que quand j'allais en course avec mes enfants en écharpe de portage, j'ai envie de te dire, rien de plus naturel. Lui, il partait faire les courses avec un enfant en écharpe de portage. Oh, c'était un dieu vivant. Il était regardé. Oh, c'est super, c'est bien. Punaise, les gars, je fais la même chose. Et moi, c'est juste normal. Je suis transparente, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est aussi un chiffre intéressant qui est sur le partage des tâches des couples avec enfants, justement. Si on regarde les enquêtes emploi du temps, les chiffres de l'INSEE et tout ça, les hommes font en fait beaucoup plus à les tâches parentales qui sont liées à sortir avec les enfants, qui sont liées à jouer avec eux, à leur développement, à leur épanouissement, etc. Alors que les tâches quotidiennes qui sont entre guillemets normales, mais qui sont assez invisibilisées, c'est les femmes souvent qui le font, et c'est assez déprimant quelque part de voir qu'en fait les tâches que font les femmes qui sont pourtant les tâches en fait on va dire essentielles quoi, c'est-à-dire qu'on peut pas faire sans, comme les repas, le ménage pour pas tomber malade, changer les enfants, etc. Les habiller. En fait on n'en parle pas, et on va pas dire qu'on est une bonne mère pour ça. Non, parce que ça, on considère que c'est la Parce que c'est base. la base, mais pourtant, si un homme ne le fait pas, il ne sera pas considéré comme un mauvais père ou un mauvais parent. Ah oui. Oui, s'il y a vraiment des doubles standards, en fait, partout, quoi. Et surtout aussi une invisibilisation de ces tâches, disons, féminines, bon, entre guillemets, parce que c'est socialement Oui, qui féminin, sont quoi, voilà. attribués aujourd'hui. Tout à fait. Non, mais effectivement, je pense qu'il y a finalement ce qu'il y a autour de la charge mentale, la charge domestique et tout ce qui est autour, il y a effectivement une prise de conscience et une déconstruction à faire au sein du couple. Et puis à grande échelle, effectivement, comme que fait ta pensée A, de le rendre visible pour que le regard de la société change et que ça libère un peu les femmes de Ouais. ce Tout à carcan. fait. Et puis, pour bien réaliser que déjà, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord que les femmes et les hommes, mais avant tout les femmes, je pense, réalisent que c'est pas un problème de couple, en fait. C'est pas un problème de ton couple, de mon couple, du couple de mes copines. C'est un problème vraiment global et Sociétal. systémique, quoi. Que les hommes le réalisent aussi, parce que
réaliser que ah oui non, bah, c'est pas ma copine qui est perfectionniste, c'est pas elle qui est chiante ou qui veut que tout soit fait comme elle veut ou qui est trop exigeante, etc. En fait, c'est un vrai truc et c'est un truc de société, quoi. Ça fait partie des privilèges qu'ont les hommes finalement. De manière générale dans notre société, ça fait en fait cette absence de charge mentale et ce non-souci des tâches domestiques, ça fait partie du privilège masculin. Et bah, aussi de réaliser que, c'est parce que, moi comme j'ai ce privilège-là, que je peux, me concentrer davantage sur ma carrière, que je peux rester plus tard au travail, que j'ai eu peut-être cette promotion parce que j'ai pu faire plus d'heures sup et cetera. Que aussi, bah, je peux aller, sortir avec mes collègues après le travail parce que j'ai pas ce stress de me dire: «Ah oui, mais mes enfants rentrent à telle heure, il y a la nounou jusqu'à telle heure et cetera, il faut que le repas soit prêt et tout». En fait, une part de ça, c'est non seulement réaliser les souffrances potentielles que ça peut engendrer chez sa conjointe, mais aussi réaliser tout, bah, le déséquilibre qu'il peut y avoir au niveau plus global, quoi, dans la vie plus généralement, du fait que le travail domestique soit invisibilisé, déconsidéré, non rémunéré aussi. Et ça crée un fossé, entre les hommes et les femmes dans un couple en particulier, mais d'un niveau plus global aussi. D'une façon générale. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, c'est qu'effectivement, c'est peut-être de sortir un petit peu notre tête du guidon, de notre couple en tout cas, de se rendre compte que c'est pas, comme tu le dis, c'est pas qu'une question de moi, comment je suis, de mon mec, comment il est. C'est finalement tous les deux prendre conscience que le problème, il est beaucoup plus large, il est au niveau sociétal. Alors effectivement, la prise de conscience, on en a parlé, c'est quelques petits trucs pour essayer de déclencher le déclic, pour ouvrir les yeux, mais on a besoin des hommes également qu'ils ouvrent les yeux dessus pour faire bouger ce fameux regard beaucoup plus large, pour que toute cette dynamique se mette en marche. On arrive à sortir un peu de ce carcan. C'est ça, et puis sortir aussi de la vision un petit peu juste des tâches ménagères. Parce que, comme on le disait justement, ça a des conséquences, en fait, tout ça plus global. Par exemple, quand à l'arrivée du premier enfant, enfin même de manière générale, les femmes par semaine passent, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est 27 minutes de moins par semaine que les hommes sur leur lieu de travail. Et à l'arrivée du premier enfant, ça passe à quasiment 2 heures de moins par semaine. Donc, en fait, toutes ces choses-là, c'est pas juste une histoire d'avoir une maison propre ou de manger équilibré ou tout ça. En fait, ça a des impacts sur la vie des unes et des autres de manière beaucoup plus sérieuse, entre guillemets, puisque c'est un impact sur le travail, c'est un impact sur les revenus, c'est un impact sur l'indépendance financière, sur toutes ces choses-là. Ça répercute sur l'ensemble de tous les domaines de vie, finalement. Ouais. Ça monopolise, ça impacte potentiellement négativement sur une sphère de notre vie. C'est ça. Donc, c'est important d'ouvrir la discussion avec son conjoint, de faire l'état des lieux, entre guillemets, de c'est quoi pour toi les charges et c'est quoi pour moi. Pas de ce qu'on fait, mais de c'est quoi dans ta définition, voir ce qui rentre dedans et effectivement se rendre compte que non. Il y a d'un côté quelques tâches qui vont ressortir qui ne vont pas être imaginées de l'autre. Et déjà, cette prise de conscience, ça peut amener à une discussion au sein du couple pour pouvoir commencer à faire changer un peu les choses, quoi. Ah oui, tout à fait. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, Marie, pour cet échange. Merci de m'avoir invitée. Non, c'est chouette. Enfin, voilà, la charge mentale, pour moi, c'est vraiment un sujet central en tant que parent. Parce que oui, ça vient peser. Donc, c'est vraiment important de pouvoir ouvrir la discussion. Et merci beaucoup, en tout cas, de tes conseils, de tout ce que tu nous as apporté pour pouvoir commencer une discussion. Et j'espère que ça pourra aider, en tout cas, les parents qui écoutent le podcast à ouvrir une discussion. J'espère aussi. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!